veux vous présenter nos conférenciers et présentateurs d'aujourd'hui. Nous avons M. Frédéric Brisson de Cossiard, qui est directeur du développement stratégique. Nous avons M. Christian Leclerc, aussi son collègue, qui est expert en sécurité informatique. Et nous avons aussi M. Michel Blain, qui est vice-président marketing et marketing stratégique chez ExOS, qui va nous livrer un témoignage d'une expérience de piratage qu'ils ont vécu. Ça va permettre de mettre des notions appliquées sur les informations que vous allez recevoir aujourd'hui. Donc, ça va concrétiser le tout. Ça devrait vous aider à avoir plus clair là, dans l'importance de la sécurité informatique et comment vous pouvez bien vous protéger. Et bien entendu, on va avoir une période d'échange, de discussion avec nos conférenciers, présentateurs, si vous voulez approfondir les notions de cybersécurité, puis de votre côté aussi, là, protéger vos entreprises. Pour commencer, M. Frédéric, M. Frédéric Brisson de Cossiard, je vous cède la parole. Merci. Merci beaucoup, M. Christian. Donc, premièrement, juste avant de débuter ma présentation, juste remercier Alliance Polymère de nous donner l'opportunité, remercier aussi IT2Go, qui est un partenaire du groupe Cossiard, de nous permettre d'échanger avec vous quand un enjeu important qui est la sécurité. Donc, c'est super apprécié. Aussi, un gros merci à M. Blain là, qui va venir échanger avec nous sur les enjeux qu'ils ont vécu là au niveau de la sécurité. Donc, je vais vous faire une très courte présentation du groupe Cossiard. C'est pas ça l'intérêt aujourd'hui, donc on va aller tout de suite dans le volet de sécurité ensuite. Les rôles et motivations d'un hacker, les meilleures pratiques en sécurité des actifs informationnels, c'est quoi les principales failles que nous, on observe, soit chez des clients ou chez des partenaires, c'est quoi les moyens de prévention, puis on va avoir une période de questions. Il faut comprendre que le thinking de la présentation aujourd'hui, moi, je suis accompagné de Christian Leclerc, qui est spécialiste en sécurité, c'est vraiment une vue d'un hacker. Donc, comment un hacker, c'est quoi l'intérêt d'un hacker, à quoi que pense un hacker, comment ils font pour entre guillemets, défoncer les environnements technologiques. Donc, c'est vraiment avec ce thinking-là. Donc, c'est pas seulement vous rencontrez pas aujourd'hui seulement des spécialistes en sécurité là, qui vont échanger sur les best practices. C'est vraiment aussi le côté plus sombre là, de c'est quoi les motivations là, d'un hacker. Rapidement, je me présente. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le milieu des TI. J'ai travaillé pour des grosses entreprises. Je suis maintenant associé au groupe Cossiard. Je suis à la direction générale et au développement des affaires. Pour moi, la loyauté, l'intégrité et l'engagement est extrêmement important. Je suis accompagné de Christian Leclerc, qui est expert en sécurité. Je sais pas, Christian, je peux peut-être te laisser te présenter rapidement. Oui, vous m'entendez bien? Oui. En fait, le host a comme bloqué ma caméra, donc je ne peux pas la voir. Mais écoutez, dans le fond, moi, je travaille en sécurité depuis 2004, en fait. J'ai commencé ma carrière chez Notarius, là, qui est la programmation en PKI. J'ai aussi travaillé chez Desjardins, Banque Nationale, Thinking Capital, Invest, PSP. Mais j'ai fait beaucoup de mandats aussi à mon compte. Des tests de cybersécurité dans diverses entreprises. Là, on parle de villes, on parle de gouvernement, Canada surtout. Puis j'ai plusieurs certifications à mon actif. J'étais en train de terminer ma maîtrise là, en cybersécurité en plus. Là. Donc voilà pour mon expérience. Merci. Rapidement, pour ce qui est du groupe Cossiard, dans nos services, on réalise des audits technologiques, la gestion de parc informatique, donc besoin de ressources, besoin de supporter votre infrastructure, on peut être là. Développement logiciel personnalisé, placement de ressources, vous auriez besoin des ressources informatiques de façon ponctuelle, donc 2 jours semaine, 3 jours semaine par exemple, on peut être là. On fait de l'info nuagique, tout ce qui est transformation numérique, on peut vous accompagner. Et au niveau de la sécurité, on est dans des tests de pénétration, des campagnes d'hameçonnage, des tests internes, des tests externes. Donc, on peut faire l'ensemble des services en technologie de l'information. Aujourd'hui, on supporte plus de 3000 serveurs. On a à peu près 30 000 usagers qui sont desservis par notre organisation, une centaine de parcs informatiques. Puis on est plus de 90, mais là, c'est peut-être pas tout à fait mis à jour, là, mais on est à peu près une centaine d'employés maintenant. Voyez quelques exemples de nos clients. Donc le CHU Sainte-Justine, par exemple, le CIS Chaudière-Appalaches, le Collège Rosemont. Donc, on est autant dans le milieu de la santé, dans le milieu de l'éducation que dans le domaine privé. On a des clients privés d'envergure comme Olimel, comme le groupe Solio, BMR, des clients comme ça. Donc, ça faisait le tour de la présentation de Cossiard. S'il y a quoi que ce soit, si vous voulez rentrer en contact avec moi, gênez-vous pas, je pourrais planifier des rencontres avec vous. Donc, je laisse la parole maintenant à Christian pour sa présentation. Oui, merci Frédéric.
Bon, en fait, on va commencer par les rôles là, des pirates informatiques. Là. On va commencer par la base. Là. Généralement, là, dans un environnement informatique ou qu'il soit Internet, il faut qu'il soit considéré comme hostile. Il y a plusieurs types de pirates informatiques. Donc, on a les white hats, les chapeaux blancs, on peut dire. Ça, c'est les pirates éthiques. C'est un petit peu comme moi, là, les gens qui vont pirater des systèmes ou qui vont essayer de rentrer dans des systèmes, mais toujours sous contrat. Eux, ils vont avoir un contrat, ils vont avoir un périmètre bien défini. Puis, c'est à l'aide de ce périmètre-là qu'on va rentrer dans les systèmes, puis on ne dépassera jamais le périmètre. Là. On est entendu avec le client, puis on s'organise pour jamais dépasser le périmètre. Si on le dépasse, ça va être contre notre gré, puis on va tout de suite avertir le client. Là. C'est une collaboration qui est assez stricte. Les Grey Hats, ils vont être un petit peu comme les White Hats. Ils vont aider les clients, dans le fond, sous contrat, mais par les soirs, là, ils vont être un petit peu plus noir. Là. Ils vont aller dans les dark web un petit peu, dans les sites un petit peu plus illégaux pour aller chercher de l'information, pour aller chercher un petit peu sous de ce côté-là. Les Black Hats, ben, c'est souvent, là, c'est le crime organisé. Eux, ce qu'ils vont faire, finalement, c'est d'aller chercher des sous seulement que par le pirating. Donc, par le piratage informatique. Fait qu'on parle de rançon logiciel, on parle de déni de service contre une rançon pour le remboursement, etc. Et les activismes, eux, dans le fond, les activismes, ce qu'ils vont faire, c'est surtout des intérêts politiques. Ils vont pirater un gouvernement, un site de gouvernement, par exemple, le site du gouvernement du Canada pour leur laisser sous-entendre qu'ils ne sont pas contents ou etc. Ou pour une entreprise quelconque qui a des liens avec la politique, souvent. Donc, on peut changer le slide. Donc, la base de sécurité, il y a une prise de conscience qu'il faut prendre en sécurité. Écoutez, surtout depuis la guerre, depuis le conflit qui se passe actuellement en Ukraine avec la Russie, là, il y a beaucoup de fonds qui sont cherchés pour la Russie. Il y a beaucoup d'attaques politiques, des attaques d'État qui se font actuellement. Il y a une prise de conscience à faire aussi parce que les entreprises actuellement se mènent d'un point de vue d'un hacker. L'entreprise, elle vise pas nécessairement, pas l'entreprise, mais plutôt le crime organisé. Il va gérer, dans le fond, ses cibles comme des cibles potentielles. Il s'en fout si c'est une petite ou si c'est une grande entreprise. Lui, ce qu'il veut, c'est faire de l'argent. Fait que ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder partout sur Internet c'est qui est vulnérable à tel type d'attaque. Il va rentrer. Puis ensuite, il va aller poser ses maliciels pour effectuer là, les attaques en conséquence. Là. Souvent, c'est des rançons logicielles. Mais ça peut aller plus loin que ça aussi. Ça peut aller juste mettre quelque chose de dormant, un ordi, ça devient un ordinateur zombie pour effectivement faire un botnet avec. Le botnet, ce qu'il va faire, c'est que il va participer à une attaque à grande envergure pour une attaque de déni de service là, éventuelle. Donc, écoutez, il y a plusieurs choses qu'on peut faire là, en entreprise pour se protéger contre ça. Là. Je parlais de la prise de conscience, mais tu sais, la prise de conscience, ça va regarder surtout le personnel. Donc, ça va être des formations à tous les mois, par exemple, ou des webinaires comme celui-ci que les employés peuvent suivre pour essayer de prendre conscience un petit peu des dangers. Il y a les politiques de sécurité qui sont importantes. Les politiques de sécurité de l'entreprise, ça va être la première porte de sécurité, en fait. C'est la première barrière. Si on met des politiques de sécurité en place et que les gens les suivent, ça va donner un bon coup de main à l'entreprise. Donc, juste de mettre une politique de mot de passe à 12 caractères et plus, ça paraît grand, mais ça protège beaucoup contre le cracking de mot de passe, je peux dire. Maintenant, il faut maintenir les composantes à jour, donc tout ce qui va pointer vers Internet doit être à jour absolument, parce que nous, les pirates informatiques, on va aller faire un scan des vulnérabilités sur vos environnements externes, puis on passe par là finalement pour rentrer dans vos services. Vous voyez, récemment, j'ai réussi là, à l'aide d'un test de sécurité de devenir domaine admin à partir d'un site web à l'externe. Pourquoi? Parce que justement, le principe de defense in depth et le least privilege n'était pas pris en compte.
Donc, moi, j'ai exploité une vulnérabilité sur le site web. Je suis tombé directement dans le LAN. Puis à partir de là, j'ai élevé mes privilèges jusqu'à domaine admin. C'est comme ça qu'un hacker... Pour mettre ça un petit peu plus clair, Christian, quand tu parles de LAN, c'est peut-être pas tout le monde qui est familier avec ça. En fait, tu veux dire que tu étais rentré dans l'environnement d'infrastructure, tu étais dans l'infrastructure, tu avais accès aux serveurs, tu avais accès aux données de l'entreprise, tu avais accès à tout. Oui, j'étais rendu dans l'entreprise, dans le réseau interne de l'entreprise, vraiment comme un employé a accès. Là. Tout ça à partir du site web de l'entreprise. Oui, généralement, en fait, il y a des couches de défense là, par rapport à ça. Il y a des règles de pare-feu qui vont être mises en place. Il y a des serveurs qui vont être isolés pour isoler le web. Mais dans ce cas-là, ça n'avait pas été fait. Puis j'ai réussi à passer. Mais c'est comme ça que les hackers vont se prendre. Donc, le hacker, lui, va regarder votre site web. Il va dire, bon, ben, il y a telle vulnérabilité, je vais rentrer. Après ça, où est-ce que je suis dans l'environnement, il va regarder ce qu'il y a alentour, puis il va prendre les vulnérabilités jusqu'à devenir le plus haut possible pour pirater le plus de machines possible chez vous. Donc, ce qui est important de comprendre, là, une visibilité puis les alertes, là, c'est super important. En fait, juste d'avoir un petit outil qui sert de, on appelle ça un honeypot, donc un pot de miel, là, qui sert à attirer les pirates. Les pirates, ils vont aller voir qu'est-ce qu'il y a sur ce serveur-là parce qu'il est disponible. Puis bing, ça donne une alerte directement. Juste ça vous dit, hey, il y a quelque chose qui se passe, c'est super important. Puis d'avoir un antivirus de nouvelle génération, ça, c'est super important aussi parce que c'est ce qui va bloquer l'extraction de mots de passe, en fait. En fait, nous, mon pirate informatique, comment on va procéder, c'est lorsqu'on arrive sur une machine, qu'on a des droits un petit peu plus élevés, comme administrateur au système, on va rouler un outil qui s'appelle Mimikaz ou un autre outil, Pipikaz en Python, qui extrait les mots de passe en clair ou les hashes de mots de passe. Un hash de mot de passe, c'est une opération mathématique qui est pas réversible. Donc, si on met, par exemple, mon mot de passe, c'est password, password va toujours donner le même résultat au bout du hash. Donc, nous, quand on veut craquer ce mot de passe-là, on va tout essayer un dictionnaire contre le mot de passe en question, puis on va retrouver le même hash, finalement. Donc, pour ce faire, pour que ce soit rapide, on utilise des cartes vidéo ultra puissantes. Là. Comme vous voyez, mon ordinateur à moi, j'ai 2 cartes vidéo. Je n'ai pour 4000 $, 4000 $ de cartes vidéo dans mon environnement juste pour craquer des mots de passe. Ça fait partie de mon arsenal de sécurité. Donc, voilà. Alors, ouais, j'ai un petit peu perdu le fil avec mon exemple, mais si on continue, par exemple, pour les mots de passe, fait que l'outil Mimikaz et Pipikaz va nous sortir les mots de passe ou les hashes à craquer. Puis un coup qu'on en a un, c'est terminé généralement. Parce que quand on a un mot de passe d'une personne dans une entreprise, on va aller personnaliser cette personne, puis on va aller essayer de prendre la confiance des autres employés par rapport à ça, par du phishing. Donc, par exemple, j'ai un courrier, j'ai pris un compte dans un de mes tests précédents, puis en fait, le compte de la personne que j'ai pris, c'était une compte de la secrétaire, dans le fond de l'entreprise. Puis, à partir de la secrétaire, moi, j'ai envoyé des courriels à tout le monde de cliquer sur un lien d'un sondage. Puis, la plupart des gens l'ont fait. Puis, quand ils ont cliqué sur le lien, j'ai demandé le mot de passe Windows. Donc, j'ai passé de 1 personne à 18 personnes dans le temps de le dire. Donc, le phishing, c'est super important. Il faut s'assurer là, d'être vraiment protégé contre le phishing, donc d'avoir des bonnes règles au niveau du serveur de courriel, par exemple, et aussi de bien former le personnel. Donc, exactement. voilà. Ben, si tu me permets, Christian, dans les faiblesses les plus observées, on le voit là, le premier point, c'est la faiblesse du personnel à reconnaître un courriel là, frauduleux ou provenant de hackers. C'est beaucoup en lien avec l'autre slide avant quand on vous dit de sensibiliser vos gens. Je pense que tout le monde devrait être sensibilisé. Là. Je pense que ça passe beaucoup dans les journaux, mais c'est important d'évaluer votre entreprise et la maturité de votre personnel quant à la sécurité des actifs informationnels. Donc, si vous avez un personnel qui est moins mature à ce niveau-là, pour plusieurs raisons, ça peut être des gens de shop, ça peut être du personnel peut-être un peu plus âgé ou de quoi. C'est important de commencer la première étape, de les sensibiliser, puis ensuite de leur expliquer comment reconnaître un courriel frauduleux. Nous, je sais que quand on fait des tests de pénétration avec une campagne d'hameçonnage, ça vient toujours avec comment reconnaître. Là. Ça vient avec une mini-formation. Là, c'est une slide, un petit courriel simple qui explique. Donc ça, c'est le premier point qui est important. Puis la politique de mot de passe trop faible, je pense qu'on en a parlé beaucoup.
si vous avez une chose à retenir, là, tout dépendant vous êtes où dans votre organisation au niveau de la sécurité, c'est de comprendre que la politique d'un mot de passe, ça, c'est pas long, là. C'est 2-3 clics dans votre infrastructure, puis vous mettez en place une politique comme ça de 12 caractères minimum avec un caractère spécial avec des chiffres. Juste ça, ça va compliquer la vie aux hackers pour essayer de... Après, il y a d'autres choses, mais ça, c'est vraiment la première étape. Je te laisse continuer, Christian, à propos des mots de passe présents ou des choses comme ça. Ben oui, en fait, on parlait de la politique de mot de passe aussi. En fait, je parlais des cracks de mots de passe. En fait, c'est ça, c'est que plus que le mot de passe est simple, plus qu'il est facile à craquer, moins ça me prend de temps. Puis plus je vais aller loin là. Donc, quand on regarde là, la faiblesse du personnel à reconnaître un courriel frauduleux, il y a vraiment plein de techniques qui sont utilisées par les pirates. En fait, ce qu'on peut faire, c'est juste pour vous ouvrir les yeux là, pour la faiblesse des courriels. On envoie un courriel, dans le fond, d'aide sur le site web, par exemple. On se fait répondre par un employé, puis on envoie à l'employé, oui, ça ne fonctionne pas, clique sur tel lien. Puis voilà, c'est fait. Juste ça, c'est une mentalité qu'il faut ouvrir, puis les gens, ils sont pas prêts à ça. Là. Souvent, ils vont se dire, je vais essayer de prendre, puis vous avez... Souvent, on fait des simulations. On va dire, le groupe de sécurité, il a cheaté. Ouais, non, il n'a pas cheaté. Les hackers, ils ne cheatent pas. Là. Les hackers, ils utilisent toutes les méthodes pour se faire, pour passer, finalement. Donc, c'est ça, il faut reconnaître les courriels frauduleux, c'est important. Donc, après, un coup que moi, j'ai réussi à rentrer dans le network, dans l'infrastructure réseau interne de l'entreprise. Avec pas de droit, généralement, je réussis à lever mes privilèges assez rapidement parce que je regarde les mots de passe dans les fichiers texte ou les fichiers Excel ou les fichiers de base de données qui sont présents. Par exemple, je vais rouler un outil qui va analyser tous les dossiers qui sont partagés sur le réseau. Donc, dans ces dossiers-là, il va y avoir souvent des fichiers de configuration, même des sources. Il y a des gens qui vont mettre des sources parce que généralement, ils vont prendre le fichier de IIS, donc un serveur web, puis ils vont le partager aux autres. Donc, le fichier de IIS, s'il est partagé, moi, si j'ai accès à ça, je vais regarder les mots de passe qui sont dedans pour me connecter au BD. Un coup que je vais aller voir les BD, ben, je vais réussir à avoir les hashes des mots de passe des gens, je vais les craquer, puis je vais continuer comme ça. Donc, voilà. Donc, pour les mots de passe présents dans les fichiers texte, assurez-vous de ne pas avoir de mot de passe présent le moins possible, de moins partager de fichiers possible. Ça reste dans le least privilege, le need to know. Puis, on regarde aussi ce qui est présent. Je parlais des mots de passe tantôt, puis les mots de passe présents. C'est important d'avoir un gestionnaire de mots de passe. Si vous avez un bon gestionnaire de mots de passe, ça devrait régler 80% de vos problèmes de mots de passe facilement dans votre réseau. Donc, on passe maintenant à la faible topologie network. Donc, un network qui est flat. Un network qui est flat, c'est un network qui n'a pas de zone. Donc, tantôt, je parlais que j'ai réussi à m'infiltrer dans un LAN, donc dans une plage où ce que les employés ont accès. S'il y avait eu des zones et ce n'était pas en flat network, j'aurais eu accès à un DMZ, qui est une zone qui est séparée. Donc, ça prend vraiment des zones séparées dans une infrastructure réseau avec des règles de firewall qui rentrent en compte là, pour l'accès aux différentes zones. Un autre truc qu'on va essayer de faire, c'est les produits qui sont vulnérables. En fait, c'est comme ça qu'on va pirater souvent. Pirater une machine, entre guillemets, c'est qu'on va juste prendre un scan, on va regarder ce qui est vulnérable. Sur un serveur Windows, par exemple, on parle d'Eternal Blue. Si on pense à Eternal Blue, qui est une faille qui est faite par la NSA, ben, en fait, dès qu'on va avoir accès à ça, c'est terminé, on est administrateur sur la machine, puis après ça, on peut élever nos privilèges au niveau du réseau. Donc, c'est super important de garder vos produits non vulnérables maintenus et à jour. Pour ça, il existe des outils qui vous aident à scanner le network ou excusez-moi mon anglicisme, mais à regarder dans le fond sur le réseau quels sont vos logiciels vulnérables. Donc, c'est la même chose pour un CMS web non à jour. Souvent, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser WordPress pour leur page web. WordPress, c'est un outil qui est très, très
correct, mais qui était vulnérable beaucoup dans le passé, puis les gens ne le mettent pas à jour. Puis il y a beaucoup de tests qui se font sur WordPress, mais il y a beaucoup aussi de plugins WordPress qui sont installés. Puis c'est souvent les plugins qui sont vulnérables et non l'outil comme tel. Donc nous, on va utiliser les scanners, puis on va passer par le plugin de WordPress pour rentrer plus loin. Et aller chercher les hashes de mots de passe et rentrer, etc. Ça revient tout le temps même. Donc, il y a aussi les connexions Wi-Fi publiques. Ça, c'est important que je vous en parle. Si vous vous connectez à un Wi-Fi public dans un aéroport, dans un café, et que vous n'êtes pas sur VPN, les gens alentour de vous ils ont accès à vos communications réseau. Donc, par exemple, si vous avez vos mots de passe en clair qui passent, donc s'il n'y a pas un site web qui n'est pas HTTPS, par exemple, vous me rentrez un mot de passe là-dedans. Si votre configuration de courriel sur votre téléphone n'est pas en HTTPS, si elle n'est pas cryptée ou en SSL ou en TLS plutôt, bien, le mot de passe va passer en clair et les gens pourront le voir sur le network. Donc, ça, c'est important de regarder ça. Soyez en VPN quand vous êtes dans le network public. Donc, avoir une campagne de sensibilisation aux employés sur la sécurité de l'information, c'est toujours important. Donc, on peut se prévenir avec ça. C'est souvent, comme je disais tantôt, des petits webinaires, des petits cours, en fait, qui se passent tous les 3 mois. On envoie un petit cours sur un sujet en particulier. Les gens suivent le cours, ça prend 30 minutes. Ils restent à l'affût de ce qui se passe, puis ils peuvent passer là, à l'étape suivante par la suite. Au moins, la sensibilisation va être faite, les clients vont être, les usagers, excusez-moi, vont être un petit peu plus à l'affût, puis ils vont avoir moins de chances de cliquer sur le lien. Faire des campagnes d'hameçonnage, ça, c'est la base. Là. Donc, envoyer des courriels frauduleux à vos employés, ça paraît non legit, mais en fait, ce qui arrive, c'est très éthique parce qu'en envoyant des campagnes d'hameçonnage, c'est comme ça, en fait, qu'on va éduquer les gens. Ah, c'était fait prendre. Les humains apprennent par l'erreur, souvent. Là. Avec les campagnes d'hameçonnage, ils vont faire l'erreur, puis ils ne la referont plus après. Ou ils vont être beaucoup plus vigilants un coup qu'ils vont essayer de se prendre. Puis vous aimez mieux les prendre, vous, que ce soit un vrai pirate qui les prenne. Donc, les outils de surveillance de l'infrastructure réseau, tantôt, je parlais d'un petit outil qui sert de honeypot, donc de pot de miel. Ça, c'est super important. En fait, ça prend des outils qui vont générer des alertes aux gens, surtout aux administrateurs de système. Là. Donc, quand un outil ne répond plus, quand un outil est accédé par un usager qui n'a pas les bons usagers mots de passe, etc., ça prend des alertes. Donc, avec ces alertes-là, on va détecter des problèmes, on va couper des communications, puis on va probablement sauver le réseau là, ou les utilisateurs, les données. Donc, les antivirus de nouvelle génération, ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'ils sont de plus en plus à l'affût des ransomware. Donc, en fait, les rançons logiciels, ransomware, c'est une menace qui est très, très grande de ce temps-ci et qui continue de grandir. On parle de milliards là, en termes de profits générés par les rançons logiciels aux attaquants. Puis le pire, en fait, c'est que les gens vont payer pour avoir leurs données. Donc, en payant pour avoir les données, en donnant la rançon, en fait, on les aide à être plus forts et à générer des nouvelles attaques. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est en payant les rançons logiciels, vous allez avoir vos données. Mais après ça, souvent, ils vont vous lancer une nouvelle ultimatum en disant, si vous ne nous payez pas une autre rançon, on va divulguer vos données. Maintenant qu'on les a décryptées, on va vous les divulguer. Okay? En fait, il faut vous payer une deuxième fois, puis payer une troisième fois. Donc, la règle du pouce, ayez des bons backups, des bonnes méthodes de protection, et vous n'aurez pas à payer. Puis, c'est important de ne pas payer. Donc, dans le cas que vous vous faites prendre, l'assurance de cybersécurité est toujours présente. Elle va vous aider à vous relever, mais elle ne récupérera probablement pas vos données. Puis, c'est juste excusez mon anglicisme encore, un last resort. Donc, pour vous aider... Oui, par rapport, si tu me permets, Christian, par rapport à l'assurance cybersécurité, là, on voit là, que c'est un service de plus en plus populaire. Il y a beaucoup de compagnies d'assurance en profitent là, pour rentrer dans ce marché-là. Mais toutes les mesures qu'on vous parle avant, souvent vont être obligatoires pour avoir une assurance. Donc, ils vont vous demander vos politiques de sécurité. Est-ce que vous avez fait des campagnes d'hameçonnage? C'est quoi la maturité de votre personnel? Est-ce que vous avez fait des tests de pénétration? Donc, c'est tous des services qui vont être prérequis à pouvoir vous doter d'une assurance cybersécurité. Puis, des clients que j'ai vus qui avaient l'assurance puis qui ont fait une réclamation,
ça couvre pas des fois l'ensemble des frais, là. Donc, la perte de vos activités, oui, ils peuvent en couvrir une partie, mais c'est très fastidieux commencer à expliquer comment on a perdu des clients, comment on a perdu des revenus. Donc, c'est important d'avoir les politiques aussi avant, là. Donc, c'est pas juste une mesure de contournement, avoir un plan d'assurance. Donc, je te laisse continuer plus par rapport, Christian, à une campagne d'hameçonnage. Tu en as déjà quand même parlé beaucoup, mais vous allez voir, parce que ça fait partie d'une proposition là, que Alliance Polymère va vous faire. Donc, peut-être juste l'expliquer en quelques minutes, parce que je veux laisser M. Blain partager avec nous aussi, là. Oui, effectivement. En fait, tantôt, tu parlais de tests de vulnérabilité, de tests d'intrusion. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que le test d'intrusion, lui, vous donne une vue de ce qui se passe actuellement sur votre réseau. Donc, avec cette vue-là, vous pouvez corriger les problèmes, puis par la suite, faire une vérification de ce qui a été corrigé, puis c'est comme ça, en fait, que vous allez régler vos problèmes, puis que vous allez pouvoir faire une soumission, répondre aux assurances, finalement. Donc, pourquoi éduquer les gens contre l'hameçonnage, en fait? On a parlé tantôt, c'est super important, mais comment ça reste toujours la campagne d'hameçonnage qui est importante. Donc, le courriel qui simule la vraie attaque. Le site qui est envoyé aux employés, souvent, là, ce qu'on va faire, par exemple, les pirates informatiques, on va aller utiliser le nom de domaine de l'entreprise, puis on va modifier une lettre dedans. Donc, on va aller acheter un compte DNS. Par exemple, si mon nom, c'est cossiar.com. Je vais utiliser cossiar.com, mais je vais mettre OIR. Je vais inverser le O et le I. Les gens ne le verront pas. Ou au lieu de .com, je vais aller acheter .net ou .io ou .co, puis je vais réussir à passer comme ça. Donc, ça va embrouiller un petit peu la vigilance des gens pour réussir à passer. Donc, ensuite, ce qui est important d'avoir, c'est un courriel, dans le fond, qui va nous informer sur pourquoi vous êtes fait prendre, comment vous êtes fait prendre, puis comment vous protéger. Donc, ça revient avec la campagne. Oui, on les prend. Après, on leur explique comment et pourquoi. Puis, dans le fond, le but de la campagne, c'est pas de savoir qui s'est fait prendre. C'est pas contre une personne. En fait, nous, ce qu'on regarde en tant qu'expert de cybersécurité, c'est les statistiques de l'entreprise. Donc, on essaye de baisser notre statistique à chaque fois. C'est ça notre but global. Que la personne s'est fait prendre 2, 3 fois, c'est plate, mais c'est pas ce qu'on vise. Par contre, qu'un administrateur de système s'est fait prendre 2 fois, ça, on veut le savoir, par exemple. Donc, les tests d'intrusion, excusez-moi, il y a 3 types de tests. Donc, il y a le type simulateur d'un insider threat, donc une personne à l'interne qui serait compromise. Il y a un attaquant externe, donc une simulation de l'externe. Et en fait, ce qui est bon de comprendre, ou un test blanc qu'on dit, là, donc c'est le hacker qui a accès à tout, puis le monde sont au courant. Mais généralement, ce qu'on veut vraiment, c'est une simulation de cas réel où il y a seulement que 2 personnes sont au courant au niveau de l'organisation. Pourquoi 2 personnes? Parce que ça prend une personne qui est en charge et une personne qui est témoin. Pourquoi? C'est pour éviter qu'une personne ne s'en prenne à l'entreprise de façon légale pour le testeur, mais illégale pour l'entreprise, en fond. Ça serait de faire des tests, puis l'entreprise ne serait pas au courant. Fait qu'on demande toujours à 2 personnes pour avoir un témoin légal. Donc, voilà pour ce qui est de cette slide. Donc ça fait le tour. Comme vous avez pu constater, là, dans le fond, il y a oui, la campagne d'hameçonnage, puis tu sais, il y en a peut-être qui vont nous demander des coûts, là, mais tu sais, une campagne d'hameçonnage, c'est peu dispendieux, là. Quand on tombe dans des tests de pénétration, par contre, on peut parler des environs de 13, 14, 15 000, 16 000 $, tout dépendant des tests qu'on fait. Mais c'est un rapport complet qui vous est détaillé. Puis, qu'est-ce qui vous est remis? Ça fait une organisation comme la nôtre, mais il y a d'autres organisations qui font des tests aussi. L'important, c'est vraiment le rapport qui vous permet d'avoir des recommandations. Nous, on a ajouté une couche, on fait même l'évaluation budgétaire. Donc, vous savez, à la fin des tests de pénétration, combien d'argent vous devez investir dans votre infrastructure. Puis, juste pour la gouverne de tous, on fait des tests beaucoup dans des municipalités. Puis, il y a déjà eu une municipalité, là, c'était, comme Christian dit souvent, là, un fromage suisse, là, donc il y avait des trous partout. Puis, à la fin, l'évaluation budgétaire, là, tout est en bas d'à peu près 15 000, 12 à 15 000 pour corriger les lacunes. Donc, souvent, vous vous privez de solutions rapides qui pourraient ratisser les vulnérabilités, puis ça vous permettrait d'être plus sécure. Donc,
Donc, merci pour votre écoute. Puis, on est ouvert aux questions, mais là, je pense que c'est à M. Blain là, d'échanger avec vous quant à son expérience. Alors, bonjour tout le monde. Rapidement, une introduction de ma part à Michel Blain. Je suis responsable du marketing stratégique chez ExoS. Et puis, je suis aussi responsable des TI de façon corporative, mais je suis pas quelqu'un de TI à l'origine, donc je suis pas quelqu'un de technique. Mais mon but ce matin, c'est de partager avec vous une expérience malheureuse qu'on a eue il y a quelques années au niveau d'une cyberattaque. Et plutôt de partager avec vous plutôt que l'aspect technique, l'aspect organisationnel. Donc, qu'est-ce que ça a eu comme impact, puis qu'est-ce qu'on a pris comme mesure pour autant que faire se peut contrer ça dans le futur. Fait que c'est ça qui est mon objectif ce matin, là, de faire ça assez rapidement. Je n'irai pas dans le détail. S'il y a des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Si éventuellement vous voulez avoir des conversations par la suite, ça va me faire plaisir aussi de partager notre expérience avec vous. Rapidement, je vais vous partager qui est ExoS. Puis encore une fois, l'idée, c'est pas de parler d'ExoS en tant que tel, là, mais on est un concepteur et un fabricant de pièces de plastique, là, principalement pour le secteur automobile. Donc, nos clients sont principalement aux États-Unis et au Mexique. L'emploi de l'infrastructure est quand même importante parce qu'on a des bureaux et de la production au Québec, aux États-Unis et au Mexique. Donc, d'un point de vue infrastructure TI, c'est assez gros. Je dirais pas que c'est complexe, mais c'est quand même beaucoup de blocs légaux à gérer. Les infrastructures, les activités de TI sont gérées de façon centralisée, mais évidemment avec du personnel de support dans chacun des sites à différents niveaux. Comme vous voyez, l'ampleur de l'infrastructure est quand même importante, mais là, ça sur quoi je vais mettre l'accent, c'est que c'est au-delà de 1000 employés qu'on a et plus de 400 comptes d'utilisateurs. Puis je vais revenir là-dessus tantôt parce qu'on a beaucoup parlé de l'aspect utilisateur ce matin et c'est évidemment quelque chose de plutôt complexe et sans fin pour adresser la sécurité au niveau de nos employés. Mauvaise direction. Donc, ce qui nous est arrivé, ce qu'on a appelé la bombe dans notre jargon, c'est que le 12 août 2020, puis si vous vous souvenez, on est en plein dans la pandémie à ce moment-là. La pandémie avait été décrétée là, surtout au niveau du télétravail, etc., en mars de cette année-là. On se lève un matin, puis on se rend compte que nos serveurs, beaucoup d'équipements informatiques, etc., incluant les PC des gens qui étaient connectés au réseau à ce moment-là, étaient encryptés. On était donc victime d'une attaque par un rançongiciel qui s'appelait, je ne sais pas si ça existe encore, Sodinokibi, qui évidemment nous avisait que si on voulait récupérer notre infrastructure, nos données, etc., on devait payer une rançon. Comme je disais, là, ça allait impacter nos serveurs à travers l'organisation, à travers les différents sites et les PC des gens qui étaient connectés au moment où la bombe a explosé. Les impacts étaient multiples. Évidemment, nos employés avaient une perte d'informations, puis pour certains d'entre eux, perte de leur PC, mais évidemment, à ce moment-là, malgré le fait qu'on était sur 365, on avait encore beaucoup d'informations qui étaient sur des file servers qui étaient à ce moment-là inaccessibles. Au niveau de nos clients, parce que c'est une préoccupation qui est importante, on se doit légalement d'aviser nos clients qu'on a été victime d'une attaque là, dans notre domaine. Évidemment, la première question qu'ils posent, c'est au niveau de l'exfiltration de données. Est-ce que les hackers ont eu accès à d'informations privilégiées, confidentielles qui nous appartiennent? Donc, il fallait adresser ça. Heureusement, d'un point de vue de production, on a été peu affecté parce que notre ERP est cloud. Donc, le fait que cette bombe-là a explosé n'a heureusement pas affecté notre capacité de production. Fait qu'on était en mesure de pouvoir continuer à recevoir les commandes, produire et expédier les commandes à nos clients. Non sans certains challenges, mais néanmoins, on n'a pas mis à risque la production et la livraison des pièces à nos clients, qui dans le secteur automobile, c'est super important. L'autre point à apporter, c'est que nos backups étaient aussi encryptés, donc devenaient inutilisables parce que notre stratégie de backup n'était pas adaptée à l'ampleur de l'attaque qu'on avait subie, parce qu'on backupait un site dans un autre, parce qu'on travaillait beaucoup plus en termes de risques reliés à un site qui tombe pour des raisons X, Y, Z, mais non pas que l'ensemble de l'infrastructure tomberait aux mains de hackers comme ça. Donc, ce qui fait que nos backups du site A qui étaient dans le site B étaient encryptés, donc inutilisables.
Ce qui nous a amené à recourir au service d'une firme externe en gestion de crise dans ces situations-là. Sans aller dans les détails, là, cette firme-là nous a permis de faire différents trucs au niveau de l'analyse, nettoyage et reconstruction de l'infrastructure. Ça a aussi apporté la gestion légale d'une crise comme ça parce qu'il y a des impacts, comme je le disais tantôt, auprès des employés, auprès de nos clients. Donc, il y a tout un aspect légal qui est important à considérer pour être sûr qu'on fait les choses correctement. Puis un aspect aussi communication, autant à l'interne et à l'externe. Fait qu'une l'utilisation d'une firme externe nous a permis de pouvoir gérer ces choses-là dans lesquelles, évidemment, nous, on n'est pas les experts d'aucune façon. En somme, ça nous a pris à peu près 3 semaines pour récupérer 90% des fonctionnalités qu'on avait à l'intérieur de notre infrastructure, que ce soit serveurs à différents types, les serveurs de fichiers, les PC, etc. Donc, ça, je vous dirais que c'est 3 semaines avec une équipe dédiée autant interne et externe avec nos consultants qui devaient travailler un bon 20 heures sur 24 là, à temps plein pendant ça. Fait que ça a été une gestion de crise significative, une perte évidemment une perte d'efficacité importante pour l'organisation et des coûts importants parce qu'évidemment de recourir à une firme comme ça pour nous aider, c'est fantastique parce que c'est pas des connaissances ou des ressources qu'on a à l'interne, mais il y a évidemment des coûts importants qui sont associés à ça. Donc, je résume ça très rapidement, mais qu'est-ce que ça veut dire après? Parce que là, c'est correct, on est revenu, on a récupéré 100% de notre information ou presque là, à l'intérieur de, mettons, 6 à 7 semaines. Il y avait des choses un petit peu sophistiquées sur lesquelles on a dû travailler. Mais depuis ce temps-là, on travaille comment avec ça? Ben, je vous dirais que l'important de garder en tête, c'est pas si ça nous arrive, mais quand ça nous arrive. Fait que nous, on travaille définitivement avec l'approche que ça va nous arriver encore. Donc, on travaille sur 2 axes. Le premier, c'est de dire, OK, il faut qu'on minimise les portes d'entrée pour que les hackers rentrent, de 1. Et de 2, quand ils vont réussir à rentrer, il faut être capable de se remettre en opération le plus rapidement possible avec le moins d'impact financier possible. Ceci dit, on travaille sur 3 piliers au niveau de la cybersécurité maintenant, puis on a beaucoup parlé d'un pilier, puis je veux vraiment moi aussi mettre l'accent sur ce pilier-là, fait que évidemment, il y a le pilier de la technologie, donc les systèmes qu'on met en place, les firewalls, les mises à jour de tous ces trucs-là. Il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles il faut qu'on travaille puis qu'on fait un beaucoup meilleur travail aujourd'hui qu'on faisait dans le passé. Il y a tout ce qui est relié aussi au processus d'affaires sur lesquels on a un focus constant. Mais je pense que je voulais revenir sur l'aspect des gens, de nos utilisateurs à travers l'organisation, parce qu'on est aussi fort que le maillon le plus faible dans notre aspect de la cybersécurité. Et on se rend compte que malheureusement, nos gens sont un maillon qui, si on ne fait pas attention, peut être le plus faible de tout ça. Donc, un peu comme on l'a mentionné plus tôt ce matin, on fait beaucoup de formations sur les courriels malveillants, frauduleux. On a ajouté, par exemple, des bannières dans nos messages courriels qui fait que ça avise les gens quand ça vient de l'externe. Par exemple, si on reçoit un courriel frauduleux qui a l'apparence de venir d'ExOS, mais qui a cette bannière-là qui avise que c'est un message externe, ça allume une lumière comme quoi il y a quelque chose de particulier ou de curieux. Et les campagnes de phishing avec des suivis éducatifs demeurent un outil qui est hyper important. Je partage avec vous, notre dernière campagne a été faite la semaine dernière. On a lancé une campagne de phishing assez sophistiquée parce que depuis le début, on augmente le niveau de sophistication de ces campagnes-là. Donc, elle a été lancée mercredi, elle s'est fermée vendredi. Et puis, je vous dirais qu'il y a tout près de 10% de nos usagers qui ont été jusqu'au bout, c'est-à-dire qui ont cliqué sur un lien malveillant et qui ont rentré leur mot de passe dans ce courriel de phishing-là, qui est évidemment ce qu'on veut éviter à tout prix parce que quand on partage ce genre d'informations-là, on devient très, très, très vulnérable. Quand je regarde la liste des gens qui ont été jusqu'au bout dans cette campagne de phishing-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de nouveaux employés. Parce qu'on sait, dans le contexte actuel de la main-d'œuvre, que ce soit au Canada, aux États-Unis, au Mexique, il y a un certain roulement d'employés et des employés qui ne sont pas toujours aussi à l'affût puis aussi au courant de toutes ces affaires-là au niveau de l'informatique. Donc, ça renforce le fait qu'il faut faire des campagnes régulièrement pour renforcer cet aspect-là auprès de nos employés tout le temps parce que
les hackers lâchent pas. Eux autres aussi deviennent de plus en plus sophistiqués. Puis nous, de notre côté, il y a un roulement d'employés qui est important, puis il faut continuellement remettre ça à top of mind, comme on dit, là, pour eux autres, pour qu'ils soient les plus vigilants possible pour pas partager ce genre d'informations-là. Évidemment, on a apporté d'autres changements au niveau de notre infrastructure, au niveau de nos processus. Je n'irai pas dans le détail ce matin. Si vous avez des questions par rapport à comment on a abordé tout ça, ça va me faire plaisir d'y répondre. Une chose est certaine que je veux partager avec vous, par contre, c'est que c'est sûr qu'il y a un aspect coût important relié. Tantôt, je parlais des coûts reliés à la crise en tant que telle, mais évidemment, après coup, quand on met ces mesures-là en place, il y a un aspect coût récurrent, annuel qui est significatif. Nous, on l'aborde plus d'une façon de dire, OK, ça nous coûte des sous aujourd'hui, mais si on le fait pas puis qu'on on devient vulnérable, c'est quoi le montant d'argent qui va être impliqué encore cette fois-là? Puis de ce qu'on voit, ces montants d'argent-là augmentent continuellement. Donc, on le prend un peu d'une façon d'un investissement. C'est un investissement qu'on fait dans notre infrastructure, dans nos gens, pour minimiser les impacts. On l'espère à moyen terme là, de subir une autre attaque par rapport à ça. Fait que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais partager avec vous ce matin. C'est encore une fois très rapide, mais l'idée était de pouvoir partager une expérience vécue. Puis j'ai appelé ma présentation, j'ai intitulé ça « Ça n'arrive pas qu'aux autres ». Alors, croyez-moi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ben, merci beaucoup, M. Blanc, très apprécié. Puis ça permet de prendre conscience que c'est pas parce qu'on est dans une entreprise dans le plastique, qu'on est low profile, qu'on n'est pas aux nouvelles comme Renault Dépôt ou Canac, tout ça, qu'on peut être la cible. Puis comme l'avaient dit nos deux conférenciers à l'avant, les pirates vont cibler peu importe qui, ils scannent le web à la recherche d'une victime potentielle, peu importe qui elle est. Donc, je pense que c'est une bonne preuve, il faut être vigilant. Donc, moi, je vais peut-être poser deux questions en lien avec les mots de passe là, pour M. Christian Leclerc puis Frédéric Brisson. Au niveau des mots de passe, vous disiez qu'on ne peut pas avoir de fichier Word, surtout si on l'appelle mot de passe, là, c'est un peu problématique, sauf que avec la complexité des mots de passe qu'on doit avoir de plus en plus, ça devient difficile à retenir, puis souvent, il ne faut pas avoir le même mot de passe dans le site. Est-ce que vous avez parlé tantôt d'application? Est-ce que c'est vraiment fiable de dire on achète une application de gestion de mots de passe puis d'avoir tout ça regroupé dans une ressource qui est externe, qui est autre, ou il y a d'autres moyens plus sécurs? Quelle est la meilleure façon? Ce serait d'avoir un mot de passe compliqué mais qu'on met partout ou pas? C'est pire? Je vais laisser Christian répondre. Oui, en fait, d'utiliser un gestionnaire de mots de passe, ça reste la solution la plus adéquate, en fait, de mon point de vue. C'est sûr, bon, on peut voir, là, il y a OnePassword qui existe, il y en a plusieurs, en fait, Bitwarden, il y a différentes solutions. Il y en a qui se sont faites pirater, effectivement, donc les gens ont eu accès à ces données-là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vos mots de passe, en fait, sont encryptés avec votre clé que vous allez rentrer, là, votre password unique, votre master password. Donc, si ce password-là est très, très complexe, vos chances, votre risque de divulgation des autres mots de passe est minime. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est utiliser un mot de passe, c'est bien. Utiliser un passphrase, donc une phrase de mot de passe, c'est mieux. Donc, de rentrer, je m'appelle Christian, point d'exclamation, est probablement plus sécuritaire que 17015422, par exemple. Et d'un outil comme ça, c'est important aussi que les utilisateurs, comme là, Christian parlait beaucoup des utilisateurs, donc monsieur, madame, tout le monde, mais il y a aussi des logiciels avancés pour l'équipe informatique. Comme nous, chez nous, c'est sûr qu'on gère beaucoup de mots de passe pour l'ensemble de notre clientèle, mais on a un outil très sophistiqué. Puis c'est pas tout le monde qui a accès chez nous à ces mots de passe-là. Donc ça aussi, c'est important pour pas que vous puissiez rendre visible des mots de passe sur le réseau là, de vos serveurs, des serveurs de fichiers ou quoi que ce soit. Puis effectivement, on a vu dans le passé du monde qui avait un logiciel, un fichier Excel qui s'appelait mot de passe. Puis quand tu cliques dessus, tu as accès à son compte bancaire, tu avais accès à tout. Donc, à ne pas faire, bien sûr. Peut-être une sous-question avant de passer à la prochaine qui m'est levée. De prendre un fichier Word pour mettre nos mots de passe, mais de l'appeler, par exemple, recette de ratatouille. Est-ce qu'un pirate va scanner, va le trouver pareil ou du fait que je l'ai utilisé notre nom, je suis quand même protégé? On appelle ça la security by obscurity, là, la sécurité par l'obstruction ou changer de nom. En fait, on va finir par mettre la main dessus. En fait, ça fonctionne.
on va utiliser des outils qui vont aller lire les contenus. Donc, on va le voir là, que dedans, il va y avoir username égal ou mot de passe égal. Okay. Donc, quand je scanne tout, je fais sur Linux, je vais faire une commande grep, pour ceux qui connaissent, là, mais ça va fouiller dans les fichiers. Donc, je vais venir par trouver, c'est sûr. C'est quoi, peu importe comment l'exemple que vous avez donné, M. Chrétien, là, dites-vous, c'est comme dans le temps quand le monde mettait leur mot de passe en tour de leur clavier. Ouais, c'est la même chose. On a tous vécu ça. Il y en a même qui le mettaient. Je me rappelle, les anciennes places où j'ai travaillé, je voyais des mots de passe sur l'écran, sur un post-it. Ben, le mettre sur votre ordinateur, que vous l'appeliez n'importe quel nom, votre fichier, le hacker va le trouver. Il n'est pas obligé d'être un amateur de ratatouille. La clé de la maison en dessous du tapis. Question de M. Deux questions à redire. La première serait sur, on parle de formation des employés, mais à quelle fréquence qu'on se dit que je devrais faire une campagne de sensibilisation? Est-ce que je vise ça à tous les mois? Est-ce que je vise ça à tous les 3 mois? Trop, c'est comme passé. C'est quoi, selon vous, la recette qui fait du sens de ce côté-là? Ben, écoutez, moi, je trouve qu'il n'y a pas de recette parfaite, là. Vous l'adaptez à votre situation. Comme j'ai dit tantôt, une campagne d'hameçonnage va vous permettre de savoir la maturité de votre personnel. Comme M. Blain s'est aperçu que 10% des gens l'avaient cliqué, puis que c'était rendu au bout du processus, puis que c'était surtout des nouveaux employés. Donc, probablement qu'ils ont déjà réajusté un petit peu l'onboarding de nouveaux employés pour les sensibiliser un petit peu plus. Moi, je vous dirais en tant que gestionnaire, là, moi, je suis pas très technique, je suis plus gestionnaire. Je vous dirais aux 3 mois minimum. Aux 3 mois, faire une petite campagne de sensibilisation, juste un envoi de courriel, quoi que ce soit. Ça peut être dans l'ordre de la rencontre avec les ressources humaines, avec l'ensemble du personnel, juste peut-être un petit reminding. Nous, on sait qu'on le fait aussi dans le journal interne. On a un journal interne. Donc, on fait des communications là-dedans. Quand il y a des gens qui se font attaquer, puis ça fait les médias, ben il y a un petit courriel qui est pas un courriel, mais c'est envoyé dans Teams aussi. Donc, tu sais, il y a les communiqués officiels, puis il y a les communiqués moins officiels qu'on envoie de façon périodique. Mais je vous dirais, aux 3 mois, déjà bien, mais c'est sûr que de façon mensuelle, ça serait sa coche. Mais d'un autre côté, trop, c'est comme passer, mais est-ce qu'ils vont le lire ou vont pas le lire, tu sais. C'est plus ça. Mais la campagne d'hameçonnage de façon annuelle, là, je sais que des fois on peut le faire aux 6 mois, puis je sais qu'Exo le font plus souvent, mais la campagne d'hameçonnage permet surtout aux gens de dire, écoute, toi tu t'es fait pogner. Ah ouais, ok. De travailler cet esprit-là. Ma deuxième question était, justement, si jamais on se fait hacker, est-ce que on devrait tous avoir au bout de la ligne un plan de worst case scénario? OK, on s'est fait hacker, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est un plan de gestion de crise qui appelle. De plus en plus, les compagnies d'assurance vont l'exiger. Vous allez voir, c'est très, très, très complexe de bâtir un plan de gestion de crise. Ça inclut les versions papier, il faut que tu le maintiennes en jour, parce qu'il faut comprendre qu'un coup que vous êtes encrypté, vous n'avez plus accès à rien. Donc, si votre plan de gestion de crise est sur vos serveurs, vous n'aurez pas accès. Donc, c'est d'avoir une copie à jour de façon régulière. Puis là-dedans, c'est qui on appelle, est-ce qu'on avise les clients, est-ce qu'on avise les partenaires, est-ce que, il y a un gros volet plan de communication. Il y a le travail de l'équipe informatique aussi à faire, mais il y a tout le volet relations publiques. Si vous êtes coté en bourse, ben vous allez avoir d'autres obligations que juste la loi 10. La loi 10 maintenant vous oblige d'informer vos clients si vous êtes victime d'un incident de cyberattaque. Donc, je vous dirais que oui, c'est important un plan de gestion de crise. Il y a peu de gens qui en ont, vraiment très détaillé. Mais moi, je vous dirais, faites-vous accompagner par des professionnels dans ce domaine-là, puis peut-être essayer de trouver un plan de gestion de crise plus adapté à votre réalité. Là. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'avoir non plus un plan de gestion de crise à la NASA, là, par exemple, là. Mais au moins avoir certaines informations sont où mes données, c'est qui je dois informer, mon personnel, je les rejoins de quelle façon, parce que ça peut être aussi niaiseux que des fois, toutes nos adresses courriels sont dans Outlook, mais on n'a même pas accès parce que là, on était atteint d'une cyberattaque. Donc, est-ce que vous avez des copies papier? Donc, au moins, avoir le minimum, puis par la suite, vous le bonifierez au besoin. Je peux me permettre d'ajouter, nous, on a dû perdre une bonne journée facile quand c'est arrivé le matin, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des enjeux. On a dû perdre facilement une journée à se retourner de bord puis comprendre qu'est-ce qui se passait, puis qu'est-ce qu'on allait faire, qui on allait impliquer dans ça. Puis quand je dis une journée, c'est peut-être même 2. Ça paraît pas beaucoup,
mais c'est énorme 2 jours quand on vit une crise comme ça où il y a des choses à adresser. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à avoir un minimum de plan qui est établi pour savoir qui fait quoi dans cette affaire. Puis j'ai dit la loi 10, là, vous avez compris que je parlais de la loi 25. Donc, c'est mon Oui. erreur, la loi 10. Parce qu'on est dans le milieu de la santé, nous, Cossiard beaucoup. Donc, c'est la loi 10 par rapport au milieu de la santé. Donc, je me suis trompé. Désolé. Alors, je vais peut-être prendre juste quelques minutes pour vous mentionner qu'il y a quelques mois, on a élaboré un programme d'évaluation des cybermenaces industrielles qui touche 2 volets, autant l'infrastructure numérique que la structure humaine, justement ce qu'on discute aujourd'hui, le facteur humain. Donc, si jamais vous aviez un intérêt à aller plus loin, on va probablement le relancer de façon ouverte, mais sinon, on peut déjà m'en faire part parce que dans le cadre d'un programme de créneau, lorsque c'est porté par Alliance Polymère, on peut déposer une demande de financement au ministère qui nous supporte et on est, dans bien des cas, capable de financer au moins 50% des coûts du projet. Donc, en se faisant une démarche de groupe d'évaluation des cybermenaces, tous les frais qu'on parlait tantôt, on les coupe en 2. Puis des fois, même, on négocie un prix de groupe en faisant une démarche structurée puis conjointe simultanée. Donc, ça peut être encore plus avantageux. Donc, si vous avez un intérêt à évaluer, à vous doter de moyens, tout ça, puis vous voulez qu'on vous appuie puis qu'on puisse en faire une partie avec vous, là, et puis qu'on en fasse une demande de financement, ben c'est possible. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou à m'appeler. Alors voilà, est-ce qu'il y a des questions sinon qui demeurent? Moi, j'ajouterais juste un point, M. Chrétien, sur ce que vous venez de dire. Je l'ai dit tantôt, là, mais le prix que ça coûte faire des tests de pénétration puis avoir une image, un diagnostic de votre infrastructure est rien à comparer de l'investissement que vous allez devoir faire si vous arrivez à une cyberattaque. Je pense que M. Blain vous en parler. Je suis pas en train de faire un speech de vente. Là. Il existe d'autres compagnies que la nôtre. Vous n'êtes pas obligé de faire affaire avec nous. Là. C'est vraiment pas ça. Mais je vous dis, investir 15, 16, 17 000 $ pour avoir un diagnostic complet, c'est rien. Si vous vous faites attaquer, vous en parlerez à tout ce qu'on voit dans les journaux. Là. Donc, c'est tout. Merci beaucoup encore une fois. Bon, bien, merci beaucoup à tous et toutes. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à nos conférenciers, M. Brisson, M. Leclerc et M. Blain aussi. Merci d'avoir partagé l'expérience. Je pense que c'est très enrichissant puis ça vient concrétiser ce qu'on entend partout. Mais quand c'est quelqu'un qui est dans notre milieu, c'est encore plus proche de nous. Puis je pense que ça peut nous allumer pour éviter et en profiter pour éviter des erreurs ou des problèmes. Alors, merci beaucoup à tout le monde et passez une excellente journée.